cet événement. Donc du coup, pour entreprendre de Sciences Po Alumni, on est heureux de vous retrouver, en cette rentrée, donc avec, Inès Guignard de Invictus Conseil et Christine Méjean du cabinet d'avocats Habile, qui nous parleront, aujourd'hui de la stratégie Océan Bleu. Alors on en est toujours aux événements en ligne pour l'instant, mais peut-être qu'avec l'évolution de la situation sanitaire, on pourrait envisager, dès le prochain événement, à faire des nouveaux événements en physique, tout en respectant les règles sanitaires évidemment. Donc j'espère qu'on aura la joie de se retrouver, tous ensemble la prochaine fois, en physique. Alors, autre aspect, pratique de la conférence, donc on devrait être ensemble pour, 1 heure à 1 h 30, donc avec une première heure, dédiée à la présentation et 30 minutes ensuite pour, interagir ensemble et vous laisser poser, toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, puisque sur le chat, vous pouvez, communiquer avec, Claire Estelle et Alessandra qui vont les compiler pour qu'on puisse, y répondre, donc en fin de séance. Alors, aujourd'hui, c'est un sujet très, très business qu'on aborde. Ça a l'air gentil, les histoires d'océan bleu, mais il s'agit, de faire du chiffre d'affaires et de faire de la rentabilité, donc au cœur de la problématique, de tous entrepreneurs. Comment avoir les bonnes idées pour entrer sur les bons marchés, peut-être même pour, créer ces marchés? Et donc c'est sous le prisme de l'océan bleu qu'on aborde cette question, ce soir. Plus les économies gagnent en maturité, plus l'offre est pléthorique pour le consommateur et plus il devient difficile pour l'entrepreneur de trouver des axes, de différenciation, de trouver des sujets moins travaillés par la concurrence. Et pourtant, il est très clair que se décaler par rapport à l'existant a d'immenses avantages. Et c'est ce décalage qui permet de quitter les effrayants océans rouges, pour aller voguer dans les eaux, pleines de promesses des océans bleus. Alors voilà, en quoi consiste ce décalage? Comment y parvenir? Quels sont ses effets, bénéfiques? C'est sur ces questions que je vais laisser la parole à Inès. Merci Xavier. Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être là ce soir pour vous exposer effectivement la méthode Océan Bleu qui est née au sein de l'INSEAD auprès des professeurs-chercheurs, comme je vais vous l'indiquer prochainement. Mais surtout, ce qui m'a semblé très, très intéressant, c'est d'allier la présentation théorique, conceptuelle, mais surtout, je remercie Christine Méjean et Xavier Pinon d'avoir bien voulu jouer le jeu, d'appliquer, je les ai interpellés sur ce sujet et de revenir vers moi sur la manière dont ils avaient appliqué ou ils étaient en train d'appliquer la stratégie Océan Bleu dans leur secteur d'activité, qui justement sont très éloignés l'un de l'autre, puisque Christine Méjean a un cabinet d'avocats et Xavier Pinon est chef d'entreprise. Ça m'a semblé tout à fait éclairant, vous voyez, d'allier effectivement ces témoignages de mes camarades, que je remercie, et effectivement qui ont eu une lecture très très riche et très profonde, vous verrez, de cette stratégie de l'Océan Bleu que je vais vous présenter. Pardon. Voilà, donc effectivement, à l'origine, en fait, ce sont deux chercheurs professeurs de l'INSEAD qui ont sorti ce livre Stratégie Océan Bleu en 2005 et qui était le fruit en fait d'une collation et d'une recherche absolument monumentale, comme vous pouvez voir effectivement, puisque ça synthétisait en fait 15 ans de recherche, 30 secteurs d'activité couverts, et immédiatement à la sortie du livre, la stratégie Océan Bleu est un véritable best-seller. Et pourquoi en fait? Parce qu'effectivement, si vous voulez, il y avait en effet, comme vous le disiez Xavier, un vrai sujet en fait autour de l'appréhension de la concurrence et surtout, finalement, de la stratégie telle qu'on l'aborde en général. Elle est inspirée de l'art de la guerre au départ en tous les cas, ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous voyez, il y a un champ clos un peu mortifère, où on est obsédé par la concurrence, où l'ennemi c'est la concurrence, et où effectivement ça réduit considérablement, vous voyez, le focus. L'Océan Bleu et nos deux fondateurs-chercheurs, en fait, cherchent de manière presque à nous libérer, vous voyez, nous extraire de cette cage conceptuelle de la concurrence, de cet enfermement dans ce champ clos mortifère, où effectivement on a une véritable myopie et où très naturellement on regarde autour de soi et on se benchmark par rapport aux concurrents, ce qui est très anxiogène et effectivement très pauvre finalement dans l'analyse et le champ des possibles.
Ce que nous dit donc effectivement nos deux fondateurs, c'est que à un moment donné, pour croître, il faut vraiment s'extraire, hein, vous voyez, de ce champ clos, tourner le dos à vos concurrents et créer des océans bleus, c'est-à-dire en fait aller chercher des espaces de marché non exploités, effectivement, qui n'étaient pas dans une appréhension première océan rouge visible, voire même perceptible en fait. Nous allons plonger. Qu'est-ce qu'effectivement, pardon, excusez-moi, qu'est-ce qu'effectivement, en quelques lignes, cette stratégie océan bleu nous dit? Eh bien, ce que j'apprécie énormément dans cette vision, en fait, vous voyez, c'est que c'est un credo, finalement, c'est une déclaration d'intention, presque une profession de foi. Et nos deux fondateurs nous disent, pour générer une croissance durable, l'entreprise qui se trouve dans un environnement concurrentiel saturé doit absolument s'affranchir des contraintes de son marché. Et alors, une fois qu'on l'a dit, il s'agit en fait d'opérer un véritable déplacement stratégique où vous allez créer votre propre espace. Alors, évidemment, tous les exemples cités, vous voyez, le modèle T faisait finalement, Henry Ford a fait de la stratégie océan bleu sans le savoir avant l'heure. Le modèle T de Ford est un exemple tout à fait signifiant de la stratégie océan bleu. Apple, bien entendu, on verra pourquoi, de Body Shop, Swatch, Starbucks, le Cirque du Soleil, qui est, vous verrez, l'exemple phare et un peu emblématique qu'ont retenu nos deux chercheurs pour illustrer, exposer, démontrer, expérimenter leur intuition en fait, et leur stratégie. Et puis plus récemment, en fait, Uber et Compte Nickel, dont je vous parlerai plus précisément, parce que le Compte Nickel, effectivement, a été récompensé, a reçu le Blue Ocean Awards et surtout est une société française en fait. Qu'est-ce que j'apprécie en fait dans cette méthode, vous voyez, pour vraiment synthétiser au maximal, c'est que c'est une méthode, vous verrez, extrêmement simple, voire frugale. Et vraiment, sans exagérer, vous verrez qu'avec un crayon et un bout de papier, vous pourrez tout à fait vous emparer à la fin de cette présentation de la méthode et des outils. Et dans vos propres espaces stratégiques, vous voyez en effet utiliser cette approche. Ce que j'aime beaucoup aussi, vous l'avez compris, c'est que c'est une méthode contre-intuitive et non guerrière, où en effet, vous voyez, c'est une dimension à un moment donné beaucoup plus évoluée, où on s'abstrait de ce langage extrêmement martial, hein, vous voyez, du marketing, etc. en général, où il faut écraser le concurrent, enfin, etc. Moi j'aime beaucoup aussi, si vous voulez, cette asymétrie en fait entre une méthode simple et frugale et pour autant avec des leviers extrêmement puissants. Donc j'aime beaucoup, vous voyez, cette asymétrie. C'est une méthode qui quelque part nous libère, voire est libertaire, puisque vous verrez en fait, elle conduit à nous extraire de cette cage conceptuelle, mais aussi à avoir une dimension holistique. Donc c'est vraiment à un moment donné un changement de paradigme, un changement de vision. On quitte nos limites de myope et en effet, on s'ouvre, vous voyez, un champ des possibles beaucoup plus large. C'est une alternative, en fait, entre cet éternel arbitrage, entre la différenciation et la domination par les coûts. Et puis, il y a une dimension visuelle, presque graphique, en fait, à cette méthode, vous verrez, puisque, en effet, ce sont avant tout des schémas extrêmement simples, et on s'extrait, là aussi, de dimensions chiffrées. Vous voyez, en fait, où je pense à certaines approches que je ne citerai pas, qui sont en effet extrêmement nourries, très riches, mais qui sont réservées à certains cabinets conseils que tout un chacun ne peut pas s'approprier. Ça n'est pas du tout une stratégie de niche, c'est une stratégie de mass market, vous verrez, et qui est résolument holistique et inclusive, voire avec une dimension presque sociétale. Voilà tous les éléments clés, vous voyez, qui ont fait que je trouvais que cette méthode était extrêmement séduisante et qu'il fallait s'y pencher. Alors, pour faire un petit peu de sémantique, vous voyez effectivement très très vite, hein, l'océan rouge vous parle de se battre, l'océan bleu vous incite à créer votre espace stratégique, la stratégie océan rouge souhaite l'emporter sur la concurrence et la stratégie océan bleu se met hors jeu de cette concurrence. Vous voyez, alors
Vous voyez très très vite, vous voyez même au niveau de la sémantique en fait, hein, et Dieu sait si c'est important, comme subliminal, en fait, vous voyez que l'océan bleu s'y situe dans une dimension beaucoup plus pacifique en fait. Et pour autant, effectivement, comme le disait Xavier, nous sommes dans un environnement business. C'est une autre approche. C'est une approche beaucoup plus yin, presque zen en fait, hein. Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, si vous voulez, c'est que c'est une approche qui vient un petit peu fracturer la doxa schumpeterienne, comme quoi, et Dieu sait si on a été nourri à Schumpeter, comme quoi il ne peut y avoir que de création destructive et que la disruption sont les seules sources d'innovation. Donc, création destructrice et disruption seraient les deux seules martingales possibles de l'innovation. Et en fait, l'océan bleu vous dit absolument pas. Absolument pas. Dans l'océan bleu, il n'exige ni remplacement, ni destruction, ni innovation technologique. C'est tout simplement, si vous voulez encore une fois, une autre manière d'appréhender le puzzle dans lequel vous vous situez et de recomposer les pièces autrement. Donc, je trouve ça très puissant, en fait, vous voyez, extrêmement intéressant, qui est de dire finalement, changeons notre regard, voilà, changeons notre prisme, il n'y a besoin de rien détruire, il n'y a besoin de rien créer, il n'y a pas de disruption, c'est tout simplement une recomposition de l'écosystème dans lequel vous êtes. En fait, vraiment la pierre angulaire de la stratégie Océan Bleu, c'est ce concept d'innovation-valeur. Alors, vous voyez, je vous ai mis en illustré la Logan, en fait, de Dacia, sortie en 2004. Pour ceux qui connaissent, simplement, je resitue le champ. C'est Carlos Ghosn, à l'époque, qui était extrêmement imprégné d'innovation frugale et de concepts, en fait, vous voyez, liés à l'océan bleu. Et il a dit à ses ingénieurs, écoutez, revenons à l'essentiel. L'essentiel, c'est la mobilité. Et partant de là, comment est-ce que nous pourrions diminuer les coûts sans diminuer la valeur intrinsèque et la solidité et la pérennité de la voiture et augmenter la valeur pour le client. Et ça a été, à l'époque, c'était absolument révolutionnaire puisqu'il avait sorti la Logan, vous voyez, qui valait enfin 7-8 000 euros. Et c'était une voiture neuve, entièrement reconditionnée en fait avec des pièces déjà existantes. Donc une voiture extrêmement solide. Et vous voyez qu'en fait, il a baissé les coûts en réduisant certains éléments que l'industrie considérait comme importants, et il a augmenté la valeur, puisqu'en fait, vous avez eu toute une frange de la population française qui malheureusement ne pouvait s'acheter que des voitures d'occasion et qui ont pu accéder en primo-accédant aux voitures neuves. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à ses ingénieurs, Carlos Ghosn? Il leur a dit, n'allez pas voir ce que fait la concurrence. Allez voir tous les gens qui s'occupent de mobilité. Allez voir les triporteurs en Inde, allez voir les tracteurs, allez voir les scooters, etc. etc. Faites la synthèse de tout ça et revenez à un essentiel qui est effectivement l'innovation valeur et la proposition de valeur, c'est la mobilité, en baissant les coûts et en augmentant la valeur pour le client. Ça, c'est vraiment très, très éclairant, je trouve, vous voyez. Et en effet, à l'époque, maintenant, c'est complètement... c'est passé dans les mœurs, mais à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Donc, les 5 méthodes et outils que nous propose la stratégie Océan Bleu pour effectivement analyser et puis porter ça sur vos secteurs ou sur vos produits d'ailleurs. En fait, il s'agit, si vous voulez, dans un premier temps, de redéfinir les frontières, comme nous le disions en introduction, vous voyez, de viser au-delà des frontières. On verra le fameux canevas stratégique, la matrice des 4 actions. Vous voyez, effectivement, on voit bien avec la Logan ce qui a été exclu, atténué, renforcé, créé. Et puis, aller chercher les non-clients que nos 2 chercheurs catégorisent par imminent, anti-inexploré. Vous voyez typiquement la population française qui était sur la voiture d'occasion faisait typiquement partie des non-clients imminents, puisqu'il suffisait d'assurer la solidité, de faire une voiture populaire et de baisser le prix pour que immédiatement, vous voyez, ces clients qui n'étaient pas capturés par l'industrie automobile classique et qui allaient directement sur le champ de l'occasion est arrivé dans le spectre de Carlos Ghosn.
Et le cycle expérience acheteur, bien entendu. Alors là, depuis, vous voyez, on a beaucoup développé cette notion d'expérience client. On y est tous très attachés. À l'époque, en 2005, au moment où les fondateurs chercheurs ont élaboré leur stratégie, là aussi, c'était un prisme très nouveau qui était mis en avant sur un décortiquage, vous voyez, de cette expérience, ce cycle expérience acheteur. Je vous invite peut-être à bien retenir peut-être ces 5 méthodes et outils. De toutes les façons, je vous les redirai régulièrement puisque nous allons maintenant les aborder. Effectivement, si vous voulez, sur la redéfinition des frontières, c'est pris au sens vraiment méta, très large. Et ce n'est pas uniquement les frontières de votre écosystème, mais c'est à l'intérieur de cet écosystème, en réalité, si vous voulez, absolument toutes les clés essentielles qui composent votre écosystème qu'il faut passer au peigne fin et au filtre en fait, de cette redéfinition des frontières. Donc, ce sera votre secteur d'activité, votre groupe stratégique, les acheteurs, l'ampleur de l'offre, le contenu fonctionnel et l'horizon temporel. Sur le secteur d'activité, comme je vous le disais, Carlos Ghosn a demandé à ses ingénieurs d'aller voir ce qui se passait dans un secteur non automobile. Le groupe stratégique, c'est en effet, là par contre, le secteur automobile et en effet, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Le groupe d'acheteurs, l'ampleur de l'offre. Le contenu fonctionnel et affectif, ça c'est un point très important en fait de la stratégie Océan Bleu. Comme je vous disais, il y a une dimension yin très forte, hein, donc cette dimension-là est présente. Et l'horizon temporel, là aussi, si vous voulez, à l'époque, en 2005, c'était particulièrement novateur. Et en fait, c'est ces fameux signaux faibles, vous savez, dont on parle tant aujourd'hui, ces tendances qui sont à peine perceptibles et que l'Océan Bleu vous invite à screener, à vraiment suivre à la loupe pour avoir un temps d'avance et se projeter, vous voyez, dans ces tendances naissantes. Donc, les frontières, vous voyez, sont revisitées absolument sur tous les points clés, en fait, de votre écosystème. Des exemples très concrets. Vous voyez, en fait, sur effectivement, dans les autres secteurs d'activité, typiquement, vous voyez Apart-Hôtel et Airbnb sont des alternatives et sont un mixte en fait entre la location d'appartements et une chambre d'hôtel. Vous voyez qu'Airbnb n'a absolument rien réinventé. Il a simplement recomposé. Il y avait une demande de clients et il y avait l'immobilier qui était là. Vous voyez, donc il est allé s'inspirer en fait des acteurs en fait périphériques pour mixer et pour en effet sortir ce concept Airbnb. Les différents groupes stratégiques du secteur, typiquement la Mini-Austin, vous voyez, est un mariage de la berline de luxe et de la petite citadine. Et en réalité, c'était tout à fait inimaginable à l'époque. Et la Mini-Austin, vous voyez, est allée chercher finalement les codes d'un autre groupe d'activités qui sont les berlines de luxe pour les importer en fait dans la petite citadine. Vous voyez, donc là, il a mixé en fait des choses qui, a priori, est très loin. Et les ingénieurs sur les petites voitures citadines ne regardaient absolument pas ce que faisaient BMW, Mercedes, etc. La chaîne des acheteurs-utilisateurs, ça c'est un très bel exemple, je trouve. Et comme je vous le disais, c'est la dimension sociétale très forte et inclusive de l'Océan Bleu, où en fait, les diabétiques jusqu'à l'arrivée de ce nouveau concept qui est le Novopen, en fait, étaient obligés de se faire injecter en fait leur piqûre d'insuline par un tiers soignant. Et là, en fait, si vous voulez, en ayant utilisé cette stratégie Océan Bleu, ils se sont penchés sur la chaîne de valeur de l'acheteur et de l'utilisateur et ils se sont dit, mais finalement, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'utilisateur? Pourquoi finalement on est arc-bouté sur le monde des soignants? Déplaçons en fait notre espace stratégique qui est extrêmement encombré, où le nombre de groupes pharmaceutiques en effet développant des injections d'insuline est énorme. Et donc en fait, vous voyez, ils sont allés tout simplement déplacer le prisme. Et ils se sont intéressés à l'utilisateur, ils disent, mais écoutez, très bien, faisons d'une pierre deux coups, créons ce stylo d'injection qui autonomise le patient et qui effectivement squeeze finalement à un moment donné le B2B pour être en B2C. Ça, c'est extrêmement signifiant et significatif, vous voyez, de l'esprit de la stratégie Océan Bleu. Vous voyez toujours en toile de fond cette dimension, entre guillemets, de libération
quelque part. Vous voyez un peu toujours de s'extraire finalement de certains schémas dans lesquels on est, de revisiter et d'amener les secteurs, les personnes à plus s'autonomiser. Sur IKEA, en fait, qui a créé la crèche, vous voyez, pour permettre en fait effectivement aux jeunes couples venant acheter les meubles à IKEA de pouvoir en effet faire garder leur progéniture. Et là, vous voyez, donc ils ont exploré en fait la chaîne des produits et services complémentaires. Le contenu fonctionnel, bien sûr, c'est la swatch. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est typiquement dans la pierre angulaire, c'est-à-dire que la montre est low cost et pourtant elle est extrêmement solide. Et il y a une dimension affective très forte et de mode, en fait. Après la redéfinition des frontières, le second outil dont je vous parlais, c'est le fameux canvas stratégique. Alors là, vous voyez, c'est vraiment, comme je vous le disais, l'exemple qui a été le démonstratif de nos deux fondateurs, où ils se sont penchés sur le cas du Cirque du Soleil. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un cirque d'origine canadienne et qui a complètement, si vous voulez, revisité, redéfini le cirque dans sa dimension extrêmement classique. Alors, vous voyez, parce que malheureusement le temps presse, mais vous voyez en fait que vous avez en ordonnée l'intensité, vous avez en abscisse ce qui caractérise votre secteur, en l'occurrence le secteur du cirque, donc les vedettes, les animaux, les confiseries, le danger, l'émotion, etc. Le cercle traditionnel, vous voyez, ils sont allés faire le graphe du cercle traditionnel, et le cercle du soleil, vous voyez, en effet miroir, est exactement l'opposé du cercle traditionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez, il n'y a plus du tout cette dimension danger. Ils ont augmenté la dimension humour, ils se sont débarrassés de tout ce qui était animaux, confiserie, et en fait, si vous voulez, c'est un musical revisité assez extraordinaire. Que vous permet en fait cette courbe de valeur si vous intéressez au sujet, que vous l'appliquez? Eh bien, en fait, c'est à la fois un outil diagnostique, puisque vous allez définir en fait le champ dans lequel vous êtes, de votre activité traditionnelle, et puis de voir du coup où est-ce que vous vous situez. Vous voyez dans ce graphe. Et un outil d'action, bien entendu, puisque vous pouvez à ce moment-là travailler à partir du schéma classique sur une contre-indication totale. Vous voyez, renverser le schéma et voir ce que ça donne en fait en brainstorming. Donc, vous voyez effectivement ce qui conduit à créer, atténuer, exclure et renforcer certaines caractéristiques en fait, soit de votre activité, soit de votre produit. Comme je vous le disais, donc en fait, ils ont créé spectacle à thème, ambiance raffinée. Ils ont enlevé tout ce qui était danger, tout ce qui était numéro d'animaux, etc. Vous voyez, et ce Cirque du Soleil a évidemment un succès considérable en fait. Sur les non-clients, donc en fait, vous voyez là, nous avons vu la redéfinition des frontières, le fameux canevas stratégique, la matrice des 4 actions. Et là, en fait, c'est, si vous voulez, la préhension, ça, je trouve, c'est très, très puissant, en fait. Et ils ont catégorisé, vous voyez, les non-clients en 3 types, en fait, les imminents, les anti, les inexplorés. Les imminents, comme je vous le disais, c'était ces fameux franges qui ne pouvaient s'acheter que des voitures d'occasion, qui n'aspiraient qu'à acheter une voiture neuve, et qui étaient aux franges, aux marches de votre marché. Les anti, ce sont les réfractaires, et qui ont un refus, et les inexplorés, ce sont ceux qui sont a priori très loin de vous, mais qu'il faut aller chercher, ou en tous les cas, dans une séance de brainstorming, vous voyez, essayer d'aller repérer ces clients très lointains. En exemple franco-français, je le trouve très, très, très éclairant, c'est le compte Nickel. Je ne sais pas si vous connaissez cette démarche, où en fait, c'est finalement la banque complètement revisitée. Le compte Nickel a craqué le modèle de la banque. Là aussi, aucune destruction, aucune innovation. C'est tout simplement, en fait, les fondateurs du compte Nickel se sont installés dans les bureaux de tabac et ont utilisé la technologie, si vous voulez, qui est propre au secteur bancaire. Ce qui a permis, vous voyez, en fait, ils ont complètement retourné en fait, le fameux canevas stratégique, vous voyez, où ils sont en bleu,
et vous voyez que la courbe est complètement inversée par rapport à la banque de détail classique qui sont le BNP Paribas, Société Générale, etc., etc. Et ils sont venus, si vous voulez, lever les points de souffrance qui étaient les coûts indirects, qui étaient les horaires assez limités des agences, qui étaient des produits dont on n'avait pas forcément besoin, qui étaient les conditions d'obtention d'un compte bancaire et effectivement qui souvent, bien entendu, mettaient à la marge en fait. Simplement, donc, le compte nickel a été lauréat des Blue Ocean Awards en 2015, comme par hasard acheté par BNP Paribas, et pour la bagatelle de 280 millions d'euros. Donc, merci la stratégie Océan Bleu. Vous voyez donc qu'a fait le fondateur effectivement. Sa proposition de valeur et sa pierre angulaire, c'est mon compte en 5 minutes chez le buraliste pour 20 € par an. Très simple. Mon compte en 5 minutes, vous avez compris le subliminal par rapport au délai habituel. Chez un buraliste est ouvert de 7h30 à 23h. Vous pouvez ouvrir votre compte bancaire quasiment 7 jours sur 7 et pour 20 € par an. Ont été éliminés tout ce qui était conditions de revenus, découvert placement. Et en fait, alors là, c'est une démarche complètement holistique et très inclusive puisque ça a permis, si vous voulez, dans les imminents, de sortir en fait des interdits bancaires toute une population qui ne pouvait pas être bancarisée dans les schémas classiques en fait. Donc là, on est vraiment, c'est pas un hasard s'ils ont gagné bien sûr les Blue Ocean Awards, vous voyez, dans une illustration parfaite de la stratégie Océan Bleu. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, se pose naturellement la question de renouveler cet océan bleu, bien évidemment, puisque vous voyez, on a pris une longueur d'avance, mais il faut la conserver. Ce que je voulais vous dire tout de suite, bien sûr, et j'espère que vous l'avez compris, c'est que l'océan bleu n'est pas une fin en soi, n'est pas un aboutissement statique, mais est un processus dynamique. C'est un état d'esprit, en fait, qu'il faut perpétuellement se poser. Et donc, les questions que vous allez vous poser naturellement, c'est combien de temps on tient ? Est-il facile d'imiter une SOB et quelles sont les barrières possibles à l'imitation, en fait ? Donc, on peut identifier 4 types de barrières. Là, ce sont les fondateurs qui se sont penchés dans un second livre, qui est la suite du livre de 2005, où, bien évidemment, vous voyez, les gens ayant embrassé la stratégie Océan Bleu sont revenus vers eux en disant, mais très bien, comment conserver cette avance, en fait. En 4 points clés, c'est la barrière de l'alignement, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez pris une longueur d'avance puisque vous avez un état d'esprit à un moment donné qui a évolué sur la valeur, le profit, la dimension humaine. Donc, il ne suffit pas juste de plaquer la stratégie Océan Bleu, mais vous l'avez compris, d'avoir cette dimension inclusive. La barrière cognitive et organisationnelle, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez, quand Carlos Ghosn a sorti sa Dacia en 2004, tout le secteur automobile ricanait, ils ont un peu moins ricané un petit peu plus tard. Et donc, vous avez une longueur d'avance parce que votre démarche semble complètement absurde à la logique traditionnelle. Donc, il y a un temps d'avance, le temps effectivement qu'ils prennent conscience finalement de votre avance. Effectivement, l'imitation requiert souvent d'importants changements. La barrière de la marque, bien évidemment, et la barrière économique et juridique, c'est-à-dire je vous invite bien sûr à déposer le plus de brevets possible, autorisations juridiques, et d'être très très vite dans un mass market, dans une industrialisation, de manière à avoir des volumes très élevés, vous permettant d'avoir un avantage comparatif qui sera difficile de mettre à mal, en tous les cas dans un temps court. Voilà pour l'essentiel en fait de cette méthode. Bien entendu, on prendra vos questions à la fin si vous avez des questions sur la méthode. Et je laisse tout de suite la place à ma camarade Christine Méjean qui va vous illustrer la manière dont elle s'est inspirée de la stratégie Océan Bleu pour révolutionner la profession d'avocat. Bonjour à tous. Merci d'être présent et merci Inès pour cette présentation de cette méthode, toujours aussi passionnée. Je crois qu'on s'est rencontrés sur cette méthode il y a quelques années. On parlait tout de suite on a tout de suite parlé de la stratégie Océan Bleu et au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte que les démarches que j'avais engagées moi pour créer un nouveau cabinet d'avocats pouvaient correspondre, en fait, pouvaient s'inspirer de cette méthode, étaient assez proches. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de témoignage aujourd'hui. Merci encore Inès.
pour ton invitation et merci à Sciences Po Alumni, au groupe Entreprendre et au groupe Sciences Po Alumni pour cette conférence. Pourquoi est-ce que de mon côté j'avais commencé à entreprendre des démarches pour créer un nouveau cabinet? C'est parce que j'étais un peu un tournant de mon parcours, dans la mesure où j'ai été ingénieure financière pendant quelques années dans une société de conseil, puis chez Orange à la direction financière, avant de reprendre des études et de devenir avocate. Je suis spécialisée en droit pénal des affaires. Je continue toujours à exercer, mais à côté de ça, j'avais envie d'entreprendre et j'avais pu constater avec l'œil neuf peut-être que j'avais dans ce domaine qu'il y avait un certain nombre de choses qui pouvaient être vues différemment et notamment en termes d'expérience humaine, je dirais, et également en termes d'expérience client. Voilà pourquoi je suis partie à la recherche d'un océan bleu au sein de l'océan rouge du marché des cabinets d'avocats. Alors, un océan rouge, pourquoi? Parce que effectivement, il y a une forte intensité concurrentielle sur ce marché, une intensité concurrentielle qui s'exerce à deux niveaux, je dirais, entre les avocats eux-mêmes. En fait, en 20 ans, la profession a doublé. Elle a pris, il y a eu plus de 40% d'augmentation du nombre d'avocats sur les 10 dernières années, et puis une concurrence également avec d'autres acteurs du marché qui sont d'autres acteurs réglementés qui sont les experts comptables, les notaires, notamment les huissiers, et puis des acteurs non réglementés comme les sociétés de conseil ou les nouvelles sociétés que l'on appelle Legal Tech qui apportent des services automatisés basés sur la technologie. Alors, une fois que l'on a dit ça, il faut aussi quand même prendre en considération, il me semble, pour caractériser ce marché, qu'il y a d'autres forces en présence, notamment une vague digitale et une vague de réglementation. Et ce sont ces deux autres forces qui viennent le transformer également en profondeur et qui apportent, disons-le quand même, des opportunités de marché. Le digital, c'est vrai, d'un côté, apporte de nouveaux acteurs qui sont les legal tech qui deviennent des concurrents des cabinets d'avocats, soit, mais de l'autre côté, le digital, la vague du digital amène de nouveaux besoins chez les clients qui ont besoin, qui souhaitent intégrer des solutions technologiques concernant leur direction juridique, enfin, le droit en général dans leur organisation. Et pour ce qui est de la vague réglementaire, ou des vagues réglementaires plutôt, vous avez certainement entendu parler du RGPD, des lois anticorruption, des lois anti-blanchiment, etc. Toutes ces nouvelles réglementations qui viennent s'imposer aux entreprises combinent évidemment un besoin en droit avec des besoins en nouvelle organisation, en nouveaux process, en technologie, finance, voilà, des besoins plus complexes qui sont, à mon sens, des opportunités de nouveaux marchés pour les avocats. Cependant, pour appréhender ces nouvelles opportunités, il apparaît nécessaire que les cabinets d'avocats qui s'inscrivent quand même dans un traditionnalisme culturel assez fort se questionnent sur un certain nombre de fondamentaux qui sont que l'on retrouve dans beaucoup de cabinets, même si les choses évoluent rapidement. On sait aujourd'hui, les choses évoluent rapidement. Les fondamentaux auxquels j'ai pensé, ce sont d'une part les charges d'exploitation. On pense tout de suite aux frais des locaux de standing des avocats, aux frais de représentation. C'est également l'offre de compétences des avocats. Les cabinets sont relativement figés sur, d'une part, le conseil juridique et d'autre part, l'assistance et la représentation en justice, et cela depuis presque tout le temps, je dirais. L'animation des ressources des cabinets qui se fait plutôt en mode pyramidal et en silo d'expertise. La gouvernance des cabinets également qui se fait entre experts qui sont détenteurs de la puissance commerciale avec des problématiques d'ajustement, justement, de politiques internes qui peuvent provoquer des conflits qui peuvent être relativement violents et destructeurs de valeur, surtout à la fois pour les personnes concernées, mais également pour les cabinets eux-mêmes.
enfin, l'expérience client qui a pendant très longtemps été assez peu revisitée par les cabinets d'avocats. C'est très lié à l'offre de compétences figée sur le conseil et l'assistance représentation en justice. Cette expérience client, elle évolue, mais il y a encore, je pense, beaucoup de choses à faire. Alors, heureusement, point positif de la crise que nous venons de traverser, elle a apporté son lot de révélations et de transformations pour les cabinets, puisqu'en fait, des besoins de réorganisation du travail liés au télétravail que tout le monde a connu, finalement, c'est beaucoup plus facile de se reposer la question de l'intérêt, par exemple, de locaux de standing. De moins en moins de clients viennent dans les locaux. Les avocats ont pu tester le télétravail. Donc, cette crise, de par les contraintes qu'elle a imposées, a pu amener à se reposer, à re-questionner ce fondamental. Et puis, du point de vue aussi des besoins clients, de l'adaptabilité plutôt des ressources des cabinets aux besoins clients, en fait, qui ont pu être totalement bouleversés pendant cette crise. Je pense notamment au mois de confinement où certaines activités se sont complètement arrêtées et des cabinets ont pu témoigner qu'effectivement, les ressources ont été les ressources de certains pans d'activité, par exemple le M&A, ont pu être totalement reportés sur d'autres besoins clients, comme les problématiques de financement. Et ça s'est admirablement bien passé avec des effets positifs sur les capacités des équipes à travailler en coordination sur sur des sujets qu'ils ne connaissaient pas nécessairement. Alors, j'ai pu appliquer la stratégie Océan Bleu, la méthode Océan Bleu, comme je le disais en introduction, sur ce marché. Et si on repart de la première proposition, qui est celle de redéfinir les frontières, eh bien, je suis allée m'inspirer pour la création et l'évolution de l'offre d'habits d'avocat sur des postures inspirantes d'autres secteurs d'activité. Pour répondre aux besoins de son client, l'avocat a la possibilité de s'inspirer, à mon sens, de 4 postures intéressantes. Celle du médecin généraliste qui diagnostique, celle du recruteur qui évalue les hard skills et les soft skills de ces candidats et qui leur propose des missions adaptées à la fois à eux, mais également les positionne dans les bonnes entreprises. Et puis, le coach qui accompagne, qui permet de déployer le plein potentiel de la personne qui l'accompagne, le chef d'orchestre qui coordonne. Donc, ces 4 fonctions de diagnostic, recrutement, accompagnement et coordination me semblent être des fonctions qu'il s'agit de retrouver dans chacun des cabinets, dans un cabinet d'avocats, et que pour finalement harmoniser l'ensemble de ces fonctions essentielles pour que la mission soit correctement délivrée, eh bien, il m'a paru intéressant de m'intéresser à la coopérative, donc à cette organisation collective qui place l'humain au centre, dans la mesure où ces fonctions sont, le dénominateur commun entre toutes ces fonctions, eh bien, c'est l'humain, puisque l'activité d'avocat est une activité de prestation intellectuelle et que c'est bien l'humain qui est porté par cela. Deuxième piste d'exploration que suggère la méthode Océan Bleu, c'est d'aller, comme l'expliquait Inès tout à l'heure, revisiter les acteurs stratégiques du marché et leurs principaux atouts pour les combiner peut-être différemment. Les réseaux et cabinets internationaux, les principaux acteurs
stratégiques du marché des avocats sont les réseaux et cabinets internationaux, les cabinets de conseillers du chiffre, les legal tech et les cabinets de petite taille et de niche. Les premiers ayant pour atout la réputation et les multi-expertises, les seconds, la proximité avec l'entreprise, les troisièmes, la transparence et la standardisation, et les derniers, la relation privilégiée. Et ça va être une combinaison de tous ces atouts qui permettrait de faire de faire différemment et d'être sur un océan bleu. C'est en tout cas ce que j'ai retenu. Troisième piste d'exploration, ce sont les groupes d'acheteurs. Traditionnellement, on distingue deux groupes d'acheteurs pour les avocats. D'une part, les services juridiques quotidiens, d'autre part, les services juridiques sur mesure. Eh bien, pour se positionner sur un océan bleu, il m'a semblé intéressant d'imaginer en fait une prestation qui serait du quotidien sur mesure. Et pour pouvoir assurer cette prestation de quotidien sur mesure, un petit peu comme du prêt-à-porter de luxe finalement, eh bien, il s'agit pour l'avocat de se positionner un peu différemment et plutôt que d'être de proposer un service totalement externalisé, finalement de proposer un service d'accompagnement pour internaliser un service sur mesure. Donc un accompagnement au niveau stratégique et organisationnel, mais aussi un accompagnement qui peut être au niveau de la mise en place des process et des outils. Quatrième piste d'exploration de la méthode Océan Bleu, c'est l'ampleur de l'offre. Quand l'avocat traditionnel, comme je le disais tout à l'heure, se concentre sur du conseil juridique et de l'assistance et représentation en justice, l'avocat qui souhaite se positionner sur un océan bleu va pouvoir envisager des services complémentaires. C'est déjà le cas d'un certain nombre d'acteurs sur le marché qui proposent des conseils financiers, l'accompagnement de l'aide à la décision ou du recrutement d'experts. Mais on peut aller plus loin, à mon sens, et aller jusqu'à offrir des prestations de management de projet, d'AMO Legal Tech, de conseil en stratégie ou de conseil en organisation, en restant avocat, bien sûr. Cinquième piste d'exploration, c'est le contenu fonctionnel affectif. C'est une piste d'exploration que j'aime beaucoup parce que déjà, elle met en évidence les plus belles facettes de l'avocat. Et j'ai dit pas mal de choses pas très sympathiques jusqu'à présent. C'est pour cette raison-là, mais aussi parce qu'en fait, elle permet d'envisager la transformation à partir des éléments peut-être les plus conservateurs de la profession, et je pense là à la déontologie, en fait, très souvent qui peut être considéré comme un frein à l'innovation. En réalité, je pense que les avocats peuvent se baser sur ce point fort de la profession qui est, avec l'expertise, finalement le socle du lien de confiance que j'ai qualifié de naturel entre l'avocat et son client. Et je rajouterais que l'avocat, avec l'expérience des situations de crise qu'il a, l'expérience de l'aval et de l'amont aussi des situations du judiciaire, et le fait que le droit est quand même au centre de nombre de sujets dans notre société, voire même peut être une pierre conditionner la viabilité de certains projets, eh bien, la présence de l'avocat fait la différence, et c'est à mon sens un point fort sur lequel il convient de s'adapter. Dernière piste d'exploration, je surveille là, dernière piste d'exploration, ce sont les tendances, pour redéfinir les frontières, ce sont les tendances observées au sein de la profession. Il y en a plusieurs qui m'ont semblé intéressantes du point de vue du client. C'est la complexité, le numérique, l'agilité et ce que l'on appelle le design thinking, donc tout ce qui touche au parcours client. Et l'écoute et la confiance. Très rapidement, la complexité, j'en parlais en début de mon intervention. Je fais référence là aux projets de plus en plus complexes tels que la mise en place de programmes de conformité réglementaire. On voit qu'il y a des compétences plurielles qui doivent être agrégées, que ce soit du droit, de l'organisation, de la stratégie,
de la stratégie, du process, de la finance. Il convient de savoir y répondre. Le numérique, on en a parlé également un peu plus tôt. L'écoute et la confiance, bien, en fait, ça prêche en quelque sorte en faveur de la posture d'accompagnement dont je parlais tout à l'heure. Et puis, le parcours client, on en a également parlé. Alors, je trouvais intéressant aussi de relever les tendances qui touchent les ressources des cabinets. Et ce sont les tendances que l'on constate tous, hein, notamment des nouvelles générations, à se tourner vers l'entrepreneuriat. Ça n'épargne pas les jeunes avocats, je dirais, et je trouve intéressant de se dire que finalement, c'est une tendance à intégrer et qu'il faut la voir et qu'il faut voir comme pendant de cette tendance une tendance à la coopération. Ces jeunes avocats qui souhaitent être entrepreneurs aiment aussi beaucoup les environnements où règne la solidarité, l'entraide, etc. Et puis, je pense que c'est assez essentiel aussi en termes de transmission. Dernière tendance qui me semblait intéressant de noter, même si ce n'est pas véritablement une tendance, mais je trouve que c'est quelque chose à avoir en tête pour l'avenir, c'est éventuellement une déréglementation de la profession. On voit qu'il y a un certain nombre de professions juridiques touchées par cette déréglementation pour une partie de leur activité, et je pense là aux notaires ou aux huissiers, mais c'est quand même une question que l'on peut se poser au regard de l'actualité et des questionnements des questionnements des pouvoirs publics ces derniers temps autour de nos professions réglementées. Deuxième proposition de la stratégie Océan Bleu, définir une nouvelle courbe de valeur. Alors, très rapidement, vous verrez là en orange la courbe de valeur de l'avocat Océan Bleu et en gris celle de l'avocat traditionnel. Comme pour les courbes de valeur présentées par Inès tout à l'heure, en fait, elles sont segmentées autour des grandes caractéristiques. Donc, l'offre de service de l'avocat Océan Bleu. Pardon, je pars d'une base qui est commune, hein, c'est l'expertise et la déontologie de chacun de ces avocats. Sur l'offre de service, la distinction se fait sur l'intégration verticale des services pour l'avocat Océan Bleu, quand l'avocat traditionnel intègre de manière classique horizontalement, donc spécialité de droit par spécialité de droit, éventuellement en rajoutant des services complémentaires, finances, etc. Mais l'avocat Océan Bleu peut s'intéresser de la mise en place de process en interne chez ses clients, aux prestations quotidiennes et enfin aux sur-mesures, voilà, sur une intégration verticale. L'organisation des cabinets, quand l'avocat traditionnel est organisé en silo avec des collaborateurs et des sous-traitants, l'avocat Océan Bleu peut s'organiser autour de l'interdisciplinarité et l'interprofessionnalité en mode plutôt coopératif. L'approche, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'approche de l'avocat traditionnel est plutôt une approche input, une approche sur mesure, avec une facturation au temps passé qui découle de cette approche. Hein. L'avocat Océan Bleu peut avoir une approche output, une approche plus solution et solution globale. La posture, on en a parlé, la posture de l'avocat Océan Bleu est une posture de coordination et d'accompagnement, quand la posture classique est une posture d'expert, de sachant. Et puis finalement, les charges, les structures, les charges plus importantes supportées par les cabinets traditionnels, alors que les cabinets Océan Bleu pourront être beaucoup plus légers. Dernière proposition, viser les non-clients. Très rapidement, donc fonction des catégories définies par la méthode. Les imminents, ce sont ceux qui ignorent que l'avocat peut être un partenaire d'autres expertises. Les anti, ceux qui refusent l'avocat et qui ne recourent qu'aux autres acteurs stratégiques du marché du droit. Et les inexplorés, ceux à qui l'avocat pourrait proposer des prestations intégrées. Là, ça ouvre complètement le champ des possibles et la cartographie des clients des cabinets peut être beaucoup plus étendue que ce qu'elle n'est aujourd'hui pour un avocat traditionnel. Un avocat traditionnel qui a comme client les particuliers en situation de crise, les directions juridiques. L'avocat Océan Bleu peut avoir des clients direction informatique, par exemple, ou conseil d'administration.
Très rapidement, l'innovation valeur en fait vient se trouver quand on applique cette méthode au marché des cabinets d'avocats sur une réduction des coûts liée à une optimisation de l'organisation du travail, une intégration de solutions technologiques, une réduction des charges de structure. Quand l'augmentation de valeur pour les clients, ce sont de nouveaux services, des services complémentaires, une approche orientée résultat et une coordination optimale des expertises. Très rapidement, ce qui a été retenu pour la stratégie Océan Bleu pour structurer Habile Avocat. Il y a déjà quelques mots sur Habile Avocat. C'est un méta-cabinet d'affaires qui propose une offre sur mesure et flexible d'expertise du droit et du chiffre à destination des entreprises et de leurs dirigeants, et cela grâce à une communauté d'experts indépendants. Cette communauté, elle est fédérée autour des valeurs fortes de la coopération, notamment l'entraide et la solidarité. Voilà, alors comme l'aventure est encore assez jeune, finalement aujourd'hui il existe un petit écosystème. Le cabinet a été créé en 2019 et la communauté Habile Coop est en cours de naissance, je vais dire. Le lancement est prévu en fait à la fin du mois autour d'une première plateforme digitale. Qu'est-ce que l'on a exclu? Ce sont, en synthèse, ce sont les locaux en commun et les ressources fixes pour créer Habile. Ce qui a été atténué, c'est la gouvernance entre experts, et puisqu'elle a été recentrée sur la coordination, finalement, sur la fonction de coordination. Ce qui a été renforcé, c'est l'accompagnement des clients et la mise en place d'outils et de process de coopération entre experts. Et ce qui a été créé, c'est un nouvel écosystème coopérant et de nouveaux conseils et services. Quelques exemples de missions qui ont été faites par Habile. Des missions traditionnelles, évidemment, il y en a toujours, du conseil juridique pur, de la représentation et de l'assistance, mais on a également pu mener des missions pluridisciplinaires, comme la mise en place de programmes de conformité en faisant intervenir des avocats, des experts comptables, par exemple, des créations et des structurations d'entreprises, mixant également droit et finance, des structurations patrimoniales, faisant intervenir des avocats et des notaires. Et puis, comme exemple de mission nouvelle génération, je prendrai ces missions d'accompagnement d'acteurs du droit, notamment des cabinets, voire des directions juridiques. Voilà, j'en ai terminé. Je crois que j'ai un petit peu dépassé. Pardon, Xavier. Je serais ravie de répondre à vos questions à la fin de cette conférence. Merci encore pour votre attention. Et puis, je laisse la parole à Xavier. Donc, j'éteins mon micro. Merci beaucoup. Écoute, pas de souci de mon côté. On va essayer de parcourir vraiment les slides assez rapidement pour essayer d'en retranscrire les substantifiques moelle. Ce qui sera très bien, ce sera un très bon exercice de concision. Alors, donc, Selectra, peut-être qu'on peut passer juste à la slide d'après pour présenter l'entreprise. Notre métier, c'est, en fait, on est un comparateur de prix, concrètement, des prix de l'électricité, du gaz, des différents contrats de la maison. Il y a aussi tout ce qui est internet, mobile, assurance, etc. Et donc on a créé ça pour rigoler à Sciences Po avec mon associé en 2007 quand on avait 19 et 20 ans. Et puis finalement, on s'y est mis à plein temps, c'est devenu assez sérieux. Et on a développé cette aventure d'abord en France et puis en fait très rapidement à l'international. Donc on est plus de 1000, alors on est près de 1500 en réalité aujourd'hui avec une activité dans 15 pays. Donc on est très internationalisé pour une startup de la comparaison des prix. Donc merci à l'incubateur de Sciences Po de nous avoir hébergés à l'époque, puisque ça a été décisif pour notre succès. Donc notre business model est assez simple finalement, c'est proposer des offres d'électricité, de gaz, d'internet, d'assurance, etc. à nos clients qui se posent la question soit en situation de déménagement, de quel fournisseur choisir pour mettre leur compteur d'énergie à leur nom par exemple, soit en situation où simplement ils veulent faire des économies ou passer à l'énergie verte, ou encore parce qu'ils sont mécontents de leur service client, donc ils se posent la question de changer de fournisseur sur ces différents services de la maison. Aujourd'hui, donc, on fait partie de la French Tech 120, qui est donc un organisme créé par le gouvernement pour promouvoir les startups prometteuses du moment. Et donc, on reste en forte croissance aujourd'hui avec un chiffre d'affaires qui dépasse maintenant les 60 millions d'euros. Donc, on s'attend à ce que ça ralentisse un tout petit peu sur les prochaines années en termes de croissance. Mais enfin, pour l'instant, on a fait pas mal de croissance. Alors, du coup, je vais peut-être passer sur les avantages des océans bleus pour les startups, puisque c'est exactement ce qu'on a vu avec Inès, qui s'applique aux startups pour
me concentrer sur le contexte Electra. Donc, en 2007, tout le monde se moquait complètement de choisir son fournisseur d'électricité et de gaz. Donc, ça avait un avantage, c'est que du coup, ça n'intéressait personne non plus du côté des comparateurs. C'était perçu comme le secteur, le moins porteur des comparateurs. Tout le monde faisait de l'assurance. Du coup, nous, on a pu, en référencement naturel, donc puisque la plupart de nos clients nous trouvent en tapant des mots-clés sur Google. Donc on pouvait avoir beaucoup de trafic, sur ces sujets-là, sans, pour autant avoir de concurrence. Donc on était, vraiment sur un océan bleu et c'est le cas souvent quand il y a des nouveaux marchés qui s'ouvrent à la concurrence, puisque souvent on commence par une situation de monopole et on va vers une situation où les consommateurs peuvent changer de fournisseur d'énergie. Au début, il y a un espace libre, c'est un océan bleu, on peut y aller. Et pour nous, ça a évidemment été, très important d'être les first movers et d'agir pendant très longtemps, sur un marché qui était perçu comme, nul et sans intérêt. Voilà pour ce slide-là peut-être. Du coup, dans un contexte où le business model traditionnel du comparateur, c'est d'avoir un site internet de comparaison, où vous pouvez faire votre simulation de budget et puis après cliquer sur les liens des fournisseurs qui vous intéressent. Et vous êtes rémunéré à la commission si jamais un consommateur qui a cliqué sur ce lien finalise sa souscription. Il y a un système de tracking par un intermédiaire dont c'est le métier de traquer ces souscriptions en ligne. Donc, au contraire, nous, ça nous a semblé une mauvaise idée de fonctionner avec ces intermédiaires-là qui prennent une commission, qui ne sont pas spécialisés dans ce secteur et qui font souvent des rémunérations au clic ou à la relation. On a préféré miser sur le téléphone, qui permettait de renseigner le client dont on s'est assez vite rendu compte qu'il avait beaucoup de questions qui ne pouvaient pas se régler tout seul sur internet, et qui nous permettait également de proposer des ventes additionnelles en cross-sell. Si par exemple vous déménagez, vous avez besoin de plein de choses quand vous commencez par l'énergie, on peut très facilement enchaîner sur la box internet, l'assurance habitation, etc. Et puis on a décidé d'atténuer l'outil de comparaison, puisqu'on a dit que ce marché n'intéressait personne. Donc en réalité, les consommateurs qui tapaient sur Google comparateur énergie, par exemple, étaient très rares, donc pas beaucoup d'intérêt. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a ciblé des mots-clés très variés au-delà de la comparaison, par exemple déménagement, des guides pratiques sur comment mettre le compteur à son nom, des informations sur les taxes sur l'énergie, etc. Tout ce qui va créer du trafic potentiellement qualifié pour aller chercher des nouveaux consommateurs, donc au-delà de ceux qui veulent vraiment comparer. Et c'est ça qu'ont pas compris en fait nos concurrents, notamment des marchés anglo-saxons. Si vous travaillez en Angleterre, il suffit de mettre un comparateur en ligne pour que tout le monde aille dessus, parce que tout le monde fait des recherches de comparaison et tout le monde est très habitué à comparer les prix tous les ans et à changer de fournisseur tous les ans. Au contraire, en Europe continentale, latine, tout le monde s'en moque totalement, donc il va falloir aller chercher les gens différemment. On va peut-être passer à la slide d'après. Donc c'est comme ça qu'on est effectivement allé chercher des clients non explorés qui n'ont rien contre choisir un fournisseur différent d'EDF et d'Engie, mais qui ne vont pas non plus bouger pour aller faire les démarches par eux-mêmes. Donc je vais vous donner un exemple de contenu très océan bleu d'après moi. Par exemple, on s'est mis à diffuser des modèles d'état des lieux en ligne à destination des propriétaires bailleurs. Donc, quand vous êtes propriétaire bailleur, souvent, vous vous débrouillez avec les moyens du bord pour faire un contrat de bail et puis faire l'état des lieux à vos clients. Si vous mettez à leur disposition gratuitement un formulaire d'état des lieux qu'ils n'ont plus qu'à imprimer pour mettre sous le nez du locataire, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone à côté de la relève de compteur pour que les locataires, spontanément, appellent ce numéro de téléphone pour transférer les contrats d'énergie et les mettre à leur nom. Du coup, nous faire de la publicité en échange de ce téléchargement gratuit de l'état des lieux. Donc ça, évidemment, ça a commencé par un océan bleu parce que personne n'avait l'idée au départ. Mais aujourd'hui, c'est plus un océan rouge puisque si vous tapez modèle d'état des lieux sur Internet en 2021, vous allez trouver 100% de modèles d'état des lieux qui portent un numéro de téléphone à côté de la relève des compteurs. Et ce sont soit nos partenaires, soit nos concurrents, soit des partenaires de nos concurrents. En tout cas, on a lancé un océan bleu et on a commencé par aller chercher des clients inexplorés de cette façon-là, de façon très détournée. Mais aujourd'hui, c'est devenu un océan rouge. Peut-être passer à la slide d'après.
Voilà, donc typiquement un exemple d'océan bleu qui devient un océan rouge. Et plus généralement, notre secteur d'activité aujourd'hui étant beaucoup plus mature, en fait, aujourd'hui, de nombreux fournisseurs d'énergie se lancent sur le marché, un tous les trimestres ou un tous les 2 mois même en ce moment. De nombreux concurrents se lancent sur la comparaison. Donc notre paysage en matière de référencement naturel devient très encombré. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile de ressortir dans les 3 premiers résultats sur Google pour des mots-clés qualifiés comme comparateur énergie ou même déménagement électricité. Donc du coup, structurellement, notre marché de tout bleu et tout facile qu'il était devient rouge, et donc c'est pas facile de survivre dans ce monde. Alors du coup, il y a quand même des barrières pour protéger notre action, puisqu'on a eu le temps, effectivement, la barrière de l'alignement, ça a plutôt joué en notre faveur parce qu'on est partis les premiers, donc on a eu le temps de bien définir notre product market fit, d'aligner nos ressources humaines avec, etc. Donc partir en premier nous a aidés. Pareil pour la bannière cognitive organisationnelle. Si vous discutiez avec Engie ou EDF il y a 10 ans, personne ne savait ce que c'était le référencement naturel chez eux. Et donc la capacité de leur site internet à être premier sur une large diversité de mots-clés cibles était faible. Donc ça nous permettait de nous battre facilement. Et donc ils ont rattrapé ce retard depuis et ils ont investi considérablement ce secteur. Donc c'est devenu plus difficile pour nous. Mais on avait quand même eu du temps pour être les premiers. La barrière de la marque, elle, au contraire, est assez faible chez Selectra, puisque je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a assez peu de chance. On a à peu près 10% de notoriété assistée, 1% de top of mind pour l'instant. Donc, c'est un vrai sujet pour les années à venir. Et puis, la barrière économique et juridique est assez faible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière de protection pour empêcher les nouveaux entrants d'arriver. Mais notre taille, quand même, nous protège un petit peu contre les nouveaux entrants. C'est pas si facile que ça de se lancer dans cet océan qui est devenu rouge en 2021 aujourd'hui. Alors, je vais vous donner d'autres exemples d'océans bleus qu'on a investis. Le premier, c'est les achats groupés. Donc là, l'idée, c'est de dire on va créer un groupement de consommateurs qui sont prêts à changer de fournisseur en échange d'une offre vraiment moins chère. Et donc, on va d'abord ouvrir un temps de préinscription où tous les ménages pourront se préinscrire en disant bah, moi, je suis intéressé par changer de fournisseur si on me fait une offre canon. Ensuite, on envoie un appel d'offres aux différents fournisseurs d'énergie du marché. Et ensuite, chacun reçoit son offre négociée et peut choisir d'y souscrire ou non. Et donc ça, c'est des canaux de souscription qui sont totalement différents du reste de notre activité, c'est un espace stratégique nouveau, puisqu'il y a très très peu de concurrents qui s'étaient lancés sur ce sujet. Et c'est inspiré d'une autre industrie, donc Groupon, mais adapté avec des nouveaux processus, un nouveau concept qui colle bien à l'énergie. Et là, ça nous a permis également d'aller chercher une cible totalement nouvelle, donc beaucoup moins de déménagements qu'est notre activité historique, beaucoup plus de gens qui veulent vraiment économiser, et qui nous a permis aussi de redéfinir le contenu affectif de notre offre. Là, on va tous se mettre ensemble, c'est très rassurant. On va changer tous ensemble de fournisseur d'énergie à quelque chose de logique, un aspect logique de tous ensemble, on a du poids, donc on va négocier un prix moins cher, et puis un aspect rassurant à tous faire la même chose en même temps. On ne peut pas se tromper. Donc on a réutilisé cette notion d'océan bleu pour aller chercher un nouvel horizon stratégique ici. Deuxième exemple, tout ce qui est énergie renouvelable. Il y a 10 ans, on parlait beaucoup moins de passer à l'énergie verte, c'était beaucoup plus sur les sujets prix. Et donc, naturellement, on travaille de plus en plus cette tendance nouvelle de la préoccupation pour l'environnement. Un bon exemple, c'est l'achat groupé d'ailleurs en ce moment même avec le WWF France. L'idée, c'est de négocier une énergie 100% renouvelable selon un cahier des charges défini en collaboration avec le WWF et qui soit à la fois accessible, donc avec une remise par rapport aux tarifs réglementés, donc de l'énergie vraiment verte et avec la caution d'une marque très forte sur ces sujets. Donc tout ça découle de l'analyse que autant les sujets prix étaient très travaillés par le comparateur, autant le sujet énergie renouvelable et puis aussi pouvoir de marque, s'associer avec une marque, étaient des sujets plus libres du champ concurrentiel. Et puis dernier exemple d'océan bleu, peut-être le plus parfait, c'est créer une demande nouvelle en proposant aux consommateurs d'énergie qui le souhaitent de compenser leurs émissions issues de leur consommation d'énergie. Donc c'est un produit complémentaire. Par exemple, si vous souscrivez pour de l'électricité et du gaz
dans un centre d'appel Selectra, on va vous dire, voilà, vous allez émettre tant de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Est-ce que vous souhaitez soutenir un projet en achetant des crédits carbone qui permettent de compenser ces émissions? Et là, évidemment, il n'y a pas de concurrent en particulier. C'est un nouveau contenu affectif en phase avec une nouvelle tendance. Vous êtes sur un marché qui vient totalement s'additionner à votre activité du moment, sans risquer de la cannibaliser, sans entrer en concurrence avec qui que ce soit. Et donc ça, c'est une innovation Selectra, c'est un produit qu'on distribue dans nos différents pays, donc à très grande échelle. On est peut-être les premiers vendeurs de crédit carbone aux particuliers en Europe aujourd'hui grâce à cette stratégie. Oui, alors effectivement, peut-être un exemple de problème qui se pose dans les océans bleus. Les océans bleus, ce sont souvent des marchés qui sont sous-exploités parce que en fait, le marché n'est pas vraiment mature. Dans notre cas, le déménagement, notamment, pose des complexités particulières aux fournisseurs d'énergie. Et sur certains marchés, il est impossible de souscrire en situation de déménagement à une offre d'un fournisseur alternatif. Et donc, ça tue notre business du fait de la non-maturité du marché qui n'a pas encore mis en place les bons processus. Donc, se lancer sur les océans bleus en étant les premiers, c'est bien. Mais on a eu, nous, des exemples très concrets, notamment en Pologne ou aux États-Unis, où on a lancé, puis on s'est vite rendu compte que le fait qu'il n'y ait personne qui ait fait bouger avant nous les processus, et donc que c'était un océan trop bleu, nous bloquait totalement dans notre progression. Au contraire, dans un océan rouge, les choses sont souvent beaucoup plus structurées et quelque part, c'est plus facile puisque les process sont déjà établis. Alors, malgré tout, quand il y a des océans rouges, parfois, on a envie de foncer dedans. Par exemple, si c'est des volumes très significatifs, vous avez beau prendre 0,5% d'un très grand marché, à la fin, ça fait quand même un peu de chiffre d'affaires, un peu de profitabilité. Donc, après tout, pourquoi se restreindre et pourquoi ne pas y aller? Si vous êtes très fort, si vous avez un gros angle compétitif à jouer, ça peut valoir le coup en vous disant que vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu. Si jamais vous avez des activités connexes, ce sera aussi plus facile de rentrer au sein de l'océan rouge. Et on a pas mal d'exemples chez Selectra d'océan rouge, on a quand même choisi d'aller, notamment la comparaison de fournisseurs d'énergie au Royaume-Uni ou la comparaison des assureurs en France, qui est un marché très travaillé de longue date. Alors, on a choisi également de vous mettre un exemple un peu original d'application de la stratégie Océan Bleu. Vous savez probablement que c'est très difficile de trouver des profils tech à recruter en 2021 qui sont très demandés, tout ce qui est développeurs, informaticiens, etc. Et que du coup, il y a une surenchère salariale, que tout le monde fait un peu la même chose, donc miser sur le côté startup jeune et sympa pour attirer les meilleurs profils. Du coup, on a essayé de faire quelque chose d'original. On a essayé de recruter des profils semi-tech. Donc, on a créé le poste de service engineer. L'idée, c'est de trouver des techs bien faites, qui ont une bonne capacité d'apprentissage, qu'on va pouvoir former au maximum et faire du travail de développeur au maximum, même si une partie de la charge restera chez nos développeurs plus formés tech. Et ainsi, donc, on a créé finalement un poste maison avec des missions spécifiques à Selectra sur un nouveau concept qui nous permet de recruter des ingénieurs peut-être moins qualifiés, mais tout aussi dotés de capacités d'apprentissage très fortes. Finalement, ça ressemble beaucoup à l'océan bleu, puisqu'on augmente la valeur pour le candidat, puisque lui, il vient pour la formation. On baisse les coûts, puisque a priori, on est sur des marchés qui sont moins demandés. On redéfinit les groupes à cibler, donc plus les développeurs, mais des ingénieurs intéressés par nos sujets du web. Et le contenu affectif est différent également, puisque finalement, ce poste devient une continuité de formation et donc un tremplin pour une carrière. Et ça aussi, c'est très positif pour la motivation d'avoir des collaborateurs qui s'inscrivent dans cette démarche-là. Voilà, et puis peut-être pour terminer cette conférence, je dirais volontiers que finalement, c'est peut-être une vertu du capitalisme et du jeu concurrentiel de pousser chacun à faire différemment et à s'abstraire des schémas de pensée traditionnels. C'est certainement une vertu parce que ça pousse chacun à être lui-même et à trouver son style sans peur du quand dira-t-on, sans regarder ce qui se fait traditionnellement. Peut-être que c'est un problème des grands groupes d'ailleurs spécifiques qui ont plus de mal que les autres à trouver des océans bleus,
Moi, je me suis souvent aperçu que quand on collabore avec eux, le premier réflexe, c'est de poser la question: «Est-ce que ça s'est déjà fait?» Sous-entendu, lorsque la réponse est oui, c'est: «Ah, c'est rassurant, ça s'est déjà fait, on est dans la tradition, on va pas, trouver que je fais quelque chose de bizarre». Or, on ne trouve pas d'océan bleu en s'assurant qu'on suit bien une tradition. Il faut rompre avec la tradition. Et en résumé, on pourrait peut-être dire que chacun est unique et que c'est quand cette unicité s'exprime librement que finalement le business marche le mieux. C'est difficile en fait, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de copier ce que faisaient les autres, mais ça marche rarement parce qu'en fait, on a chacun notre manière de faire et que la suivre en s'abstenant de considérer les schémas établis, c'est probablement la meilleure façon de trouver des océans bleus. Voilà, du coup, je vais peut-être, laisser, les différentes questions être posées. Alors, je ne sais pas si on m'entend, mais merci beaucoup à tous les intervenants pour vos exposés. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat, je n'hésiterai pas à m'en faire le porte-voix. Nous en avons déjà une première pour Christine, de la part de Marc, qui demande si, en déjà élargissant son rôle, l'avocat ne prend pas le risque de sortir de son métier et du coup de générer des conflits d'intérêts et de se faire rappeler à l'ordre par le Conseil de l'ordre. Merci Marc pour cette question. Elle est très intéressante et puis elle fait rebondir sur une des dernières réflexions de Xavier sur le fait de devoir travailler avec la tradition. Effectivement, il faut surveiller les conflits d'intérêts, mais j'ai envie de dire pas plus que lorsqu'on a une mission uniquement focalisée sur le juridique. L'idée, c'est évidemment d'ouvrir à des missions, à des services complémentaires, mais pour les mêmes clients. Et comme je le disais dans le courant de la présentation, finalement, c'est plutôt un point positif, puisque le client aura pour garantie que l'avocat suit cette règle déontologique qui est l'absence de conflit d'intérêt. Donc, pour lui, c'est une garantie supplémentaire que l'avocat va se focaliser sur la prestation qu'il lui délivre sans aller voir les concurrents. Et voilà. Donc, je pense que ça peut être vu positivement, mais ça n'empêche pas évidemment de suivre cette question-là. Et au contraire, c'est effectivement un sujet assez central quand l'on fait intervenir en plus des coopérants indépendants comme le fait Habile. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. N'hésitez pas à rebondir, Marc, sur celle-ci. Merci en tout cas. Je crois que pour l'instant, on n'a pas d'autres questions et je crois que Inès, il y avait quelques exemples peut-être que tu n'avais pas eu le temps de développer dans ta présentation. Je ne sais pas si tu veux donner d'autres. Non, pas particulièrement. Comme le temps était un peu limité, peut-être qu'il y avait un exemple en particulier que tu voulais redévelopper. Enfin, celui de Xavier. Merci Xavier, parce que effectivement, tu as tiré en fait la stratégie où tu as en effet aussi pris le contrepoint de dire quelquefois il faut aller quand même vers l'océan rouge, et puis en effet cet océan bleu fait sens lorsqu'il y a un océan rouge en fait. Donc ça c'était très très intéressant. Pour revenir sur effectivement la tradition, et comme me disait très bien Xavier, Christine s'est attelée en effet, et c'est pas hasard si j'ai fait appel à Christine, représentante de cabinet d'avocats, justement parce que c'est un secteur qui est extrêmement réglementé, traditionnel, et il est intéressant de voir en effet comment est-ce que Christine pouvait craquer ce modèle et faire évoluer, vous voyez, cette profession d'avocat qui a priori est extrêmement réglementée et enserrée dans des contraintes très fortes. Donc merci à tous les deux en tous les cas d'avoir joué le jeu chacun avec votre personnalité, comme dirait Xavier, et surtout dans vos secteurs d'activité. Je n'ai pas d'autres exemples a priori, à part ceux effectivement que j'ai pu citer. Peut-être avez-vous des questions sur la méthode elle-même. Écoutez, je vous en prie, je serais très heureuse d'y répondre. Moi, j'ai une question pour Christine. Oui. Je vois bien, on partage cet écran. Tu as défini ton océan bleu point par point. Pour toi, quelle a été l'étape la plus difficile dans cette définition?
Il y en a Je ne sais pas si j'en ai pas trouvé difficile. J'ai trouvé ça passionnant, en fait, d'avoir ce regard un peu out of the box et d'aller chercher, explorer au-delà des contraintes. Voilà, j'aime assez peu être dans la contrainte. Et pour moi, c'était intéressant de penser différemment et de montrer qu'on pouvait penser différemment aussi, parce que j'ai perçu ça comme quelque chose de difficile à vivre pour mes confrères et consoeurs que j'ai appris à connaître un peu sur le tard, parce que j'ai intégré la profession voilà, en ayant déjà presque 10 ans d'expérience professionnelle. Et voilà. Nous avons une autre question de Valérie qui demande combien de temps vous accordez-vous pour évaluer la pertinence du choix de l'océan bleu dans votre organisation? Alors, là, je laisserai répondre, bien sûr, pardon, oui. Juste, il y a une suite. Comment défendre ce choix quand on se lance auprès de nos partenaires financiers? C'est Valérie aussi. Alors, il y a deux questions. Donc, la première, c'est le temps requis finalement pour élaborer cette stratégie océan bleu à l'aune de son secteur. Là, je dirais vraiment, ça dépend énormément du secteur. Et vous voyez par exemple que vous pouvez commencer aussi sur un spectre plus réduit, comme vous l'a montré Xavier de manière très intéressante. Bien sûr, il a raisonné en méta sur l'ensemble de son écosystème, mais aussi, vous voyez, sur sa manière de recruter. Donc, c'est toute la plasticité en fait et l'agilité de la stratégie océan bleu qui peut aussi s'appliquer à des produits, à des services, vous voyez, et pas uniquement à des entités, une entreprise. Donc, peut-être vous pourriez commencer à ce moment-là par cette appréhension peut-être plus simple au départ avant d'attaquer un écosystème. Je dirais vraiment que le délai vraiment dépend énormément en fait de la taille du secteur, de la taille de votre entreprise, du niveau de réglementation, de votre internationalisation ou pas. Mais là, je passe la parole à Christine et à Xavier pour leur demander en effet combien de temps finalement ils ont mis pour mûrir en fait cette approche stratégie océan bleu. Xavier, tu veux commencer? Merci. Je te laisse la primeur, vas-y. Merci. Eh bien, moi, j'ai choisi, pour répondre à cette question, un peu le chemin des écoliers, comme je disais tout à l'heure, déjà parce que je continue à exercer mon métier d'avocate en droit pénal des affaires. Donc, c'est une entreprise que je mène à côté, je suis dans le secteur des prestations intellectuelles, donc les partenaires financiers, je n'en ai pas forcément besoin tout de suite, même si j'aimerais beaucoup en avoir, mais pour développer notamment des solutions technologiques et des choses comme ça. Mais voilà, donc j'ai choisi de prendre le temps. Je ne sais pas si j'ai raison, parce que finalement, ça va peut-être laisser le temps à un nouvel océan rouge de s'installer, mais comme le dit Xavier, il faut rester optimiste. Il y aura toujours, déjà, on peut toujours s'en sortir dans un océan rouge, ça peut être très intéressant. Et puis, il y aura certainement d'autres océans bleus à créer. Voilà, voilà pour mon point de vue à moi. Merci pour cette question en tout cas. Oui, donc de mon côté, je pense qu'il y a deux façons d'envisager l'océan bleu. Donc, il y a une façon où vous pensez de façon stratégique en vous disant, par exemple, au moment de la création d'une activité, ou si vous voulez vous lancer dans une nouvelle activité, il y a un moment où vous allez essayer de partir dans différents horizons, et pour ça, vous pouvez utiliser l'océan bleu pour structurer votre pensée. Auquel cas, la question fait sens sur le temps accordé, puisqu'il va falloir vous dire très bien combien de temps je me laisse pour travailler ces sujets. Je pense que tout dépendra de votre inspiration et du fruit de vos recherches. Mais il y a aussi une notion de le pratiquer au quotidien, c'est-à-dire être en permanence à l'affût de ce qui pourrait être un océan bleu et de le reconnaître comme tel lorsque vous avez une idée. Si à un moment donné, vous avez une idée vous traverse la tête et que vous avez besoin de l'analyser, si vous vous rendez compte que c'est un océan bleu, c'est probablement qu'il faut y aller. Auquel cas, il n'y a pas de temps à y consacrer, mais il y a plutôt le fait de la nécessité d'avoir ce sujet à l'esprit et aussi de le partager à ses équipes qui elles-mêmes ont des idées de business development. Pour le mettre en pratique, excellente question. Donc, je pense qu'il y a d'une part suivre ce type de formation pour l'avoir à l'esprit, comme on l'a dit, et puis aussi se poser peut-être une heure en vous disant très bien quels sont
quels sont mes marchés, qu'est-ce que je pourrais proposer à mes consommateurs, reprendre les différents axes de la présentation d'aujourd'hui sur que sont les océans bleus et comment les trouver, et puis essayer de tout simplement l'appliquer à votre secteur d'activité. Alors, je vois qu'il y a une nouvelle question. Aller vers un océan bleu ou rouge nécessite dans tous les cas de bien les identifier. Pour donc moi, cela guide toutes vos décisions d'attaquer de nouveaux marchés, tant à l'international que vers de nouveaux produits. Très bonne question. Alors, est-ce que ça guide toute notre décision? Je dirais que ça rentre systématiquement en compte dans notre appréhension des marchés. Donc, on va toujours se demander quel est le niveau concurrentiel. Et je dirais qu'il y a certains cas où on va abandonner par avance en disant c'est un océan rouge, on n'a pas d'angle d'attaque, on ne sait pas se créer un élément distinctif, ni dans notre product market fit, ni dans nos canaux d'acquisition, rien du tout. Et donc, on va abandonner. Et au contraire, si on se lance dans des océans rouges, on le fera en toute connaissance de cause et bien prévenu, prêt à perdre davantage d'argent et donc à définir des objectifs plus conservateurs par nos équipes qui les lanceront. Donc, on ne va pas nécessairement s'en prémunir, l'éviter, mais on va vraiment l'avoir à l'esprit et c'est important dans notre analyse. Et oui, on va systématiquement analyser un marché en termes d'océan rouge ou bleu. Comment voyez-vous l'explosion du nombre de comparateurs en France? Donc évidemment, pour nous, c'est un problème qu'on ait un concurrent qui se crée tous les 3 mois. C'est quand même un secteur d'activité très particulier, plus un nouveau fournisseur d'énergie qui se lance tous les 2 mois. Donc en moyenne, j'ai un nouvel acteur qui va travailler mes mêmes canaux d'acquisition, puisque tout le monde finalement utilise le référencement naturel ou le référencement payant pour se faire connaître. Donc évidemment, c'est un problème pour nous sur les dernières années. Il est clair que ça va ralentir notre croissance et donc il est très clair que c'est une forte incitation à aller chercher des océans bleus. Et c'est pour ça que moi, je crois, quand on a préparé cette présentation, je savais qu'il y avait un intérêt business très, très précis à cette stratégie d'océan bleu, puisque moi-même, j'utilise ces concepts au quotidien pour aller chercher de nouveaux marchés. Et me sortir de ce problème insoluble qui est toujours plus d'acteurs pour la même taille de part la même taille de gâteau au final et toujours plus d'acteurs entre lesquels diviser les parts. Merci pour votre petit commentaire gentil au passage. Pardon, je vois qu'il y a une question sur une bibliographie recommandée. Comme je vous l'indiquais en page initiale, il y a l'ouvrage des 2 chercheurs, Chan Kim, C-H-A-N Kim, K-I-M, et René au féminin Mauborgne, M-A-U-B-O-R-G-N-E, professeurs à l'INSEAD, et qui ont sorti leur livre Stratégie Océan Bleu en 2005. Là, c'est vraiment, si vous voulez, la Bible, le corpus, l'ADN de la stratégie, en fait, le démonstratif. Ils ont sorti depuis un ouvrage complémentaire, qui est la suite, comme je vous le disais, puisqu'ils ont été très interpellés sur l'évolution de la stratégie, sur la seconde génération des gens qui avaient appliqué cette stratégie, et notamment sur le renouvellement. En fait, donc, ils ont affiné. Donc, il y a un second ouvrage qui est sorti il y a 2-3 ans. Donc, ce sont les 2 professeurs de l'INSEAD, Chan Kim et René Mauborgne, sur stratégie océan bleu. Après, bien entendu, vous avez eu, bien sûr, toute une littérature autour de cette stratégie océan bleu. Je vous invite peut-être à consulter la Harvard Business Review, qui très régulièrement fait une actualisation de la stratégie océan bleu et indique comment est-ce qu'elle évolue. Donc, vous pouvez avoir un moteur de recherche sur Internet et retrouver très vite ces articles. Simplement, en fait, sur le temps à mettre, en effet, pour appliquer cette stratégie océan bleu, je suis absolument en phase avec Xavier pour vous dire, et j'espère que cette dimension est passée, de dire à un moment donné, bien sûr, c'est une méthode, mais c'est surtout un état d'esprit. Donc, comme vous le disiez, Xavier, c'est à un moment donné un espèce de réflexe, un conditionnement qui fait que systématiquement, vous êtes imprégné, en fait, de cette méthode, si vous le souhaitez, bien entendu, et ça doit habiter votre état d'esprit, en fait, en permanence, et vos réflexions. Après, il y a un travail, bien évidemment, à un instant T, vous voyez, effectivement, d'application de la méthode. Là, vous trouverez tous les outils sur Internet et sur l'ouvrage des 2 fondateurs, les 5 outils clés que je vous ai indiqués.
Très franchement, je pense comme ça de manière très, très intuitive et de ce que j'ai pu en faire. Je dirais qu'en 2 jours, vous pouvez déjà boucler si vous voulez, la mise en musique en fait des cinq outils, des 5 méthodes à l'aune de votre secteur ou du département ou du produit de manière assez grossière dans un premier temps. Vous pouvez débroussailler, je dirais en fait en 48 heures, vous voyez à peu près, hein, mais vraiment maximum. Et puis après d'affiner, bien entendu. Merci de ces précisions. Je vois qu'il y a d'autres questions. Oui, il y a beaucoup de succès dans le chat, c'est super. Je vois qu'il reste 3 minutes. Oui. Dernière question. On a une question de Valérie qui nous demande comment procéder à une analyse de marché en océan bleu, puisqu'il y a peu d'études et peu d'acteurs sur ce type de marché, justement. Non, alors à un moment donné, si vous voulez, vous avez quand même très souvent, et maintenant c'est beaucoup plus présent, un screenage systématique des fameux signaux faibles, des tendances. Vous avez beaucoup de prospectives. Et puis, bien sûr, à un moment donné, à partir du moment où vous allez avoir cet état d'esprit, vous allez affûter votre vision des choses. Et faites-vous totalement confiance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de pratiquer, d'avoir ce réflexe, vous aurez cette appréhension sur votre propre marché que normalement vous connaissez très bien. Et autrement, prospective, tendance, signaux faibles, tendance où il faut vraiment avoir une oreille très fine et prêter attention à tout ça. Et puis surtout sortir des sentiers battus et vous intéresser, comme vous le voyez, hein, comme l'a fait Carlos Ghosn, à plein d'autres secteurs d'activité en dehors des vôtres parce qu'ils peuvent être systématiquement inspirants. Le nombre de missions de conseil que j'ai pu réaliser, à un moment donné, je me suis inspiré, vous voyez, en stratégie, d'autres secteurs d'activité pour effectivement venir imprégner la société que je conseillais. Je vous invite à le faire systématiquement, donc de l'ouverture d'esprit et effectivement de l'observation de la prospective et des tendances et des signaux faibles. Il y a d'autres questions peut-être? Il y a beaucoup de remerciements. Mais merci à vous surtout. Merci à vous. Et j'ai l'impression qu'on a répondu aux principales questions. Je ne sais pas si vous voulez donner des adresses mail, par exemple, où vous pouvez être contacté. Oui, bien sûr. Je crois qu'on les a à la fin, je ne sais plus. Là, ah non. Oui. Dans le chat. Oui, dans le chat, bien sûr. Bien sûr. Donc, je vais prendre alors. Pour le back-office. Xavier, est-ce que Claire Estelle peut mettre ton adresse? Oui, bien sûr, volontiers. Et super. Inès. Point Guignard. Eh bien, merci beaucoup du coup à tous. C'est peut-être le moment de conclure cette conférence. Merci beaucoup à Christine, merci beaucoup à Inès pour leur témoignage et leurs explications sur tous ces sujets. Écoutez, j'espère du coup pouvoir vous retrouver peut-être en physique à l'occasion d'un prochain événement qui serait a priori sur le thème des OKR. Les OKR sont les Objectives et Key Results, qui est une méthode de management d'entreprise par objectif qui nous vient des grandes entreprises de la tech américaine. L'idée, c'est d'identifier et de partager à tous les membres de l'entreprise les vraies priorités et de se centrer dessus pour les réaliser en développant le sens de la responsabilité de chacun vis-à-vis de ces objectifs. Quand vous lisez des livres sur le sujet, vous vous rendez compte que des Intel, des Google disent qu'ils n'auraient jamais pu connaître la croissance qu'ils ont connue sans ce système. On verra qu'il s'applique tout aussi bien aux startups et aux PME. Et donc, l'idée, ce sera de comprendre que sont les OKR et puis aussi comment s'en saisir au quotidien pour améliorer sa performance. Donc, un autre sujet très, très centré business, lui aussi. Voilà, je vous remercie beaucoup encore une fois de vos questions, de votre intérêt, de vos messages. Et puis, j'espère vous retrouver très bientôt pour ce futur événement. Pour info, nous avons été plus de 60 en ligne, ce qui est un joli public, je pense. Merci. Super. Merci encore. À bientôt. Au revoir. Merci au revoir. à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.